Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue sur Actu Matin, votre matinale au sommaire. Cet acte majeur, inédit et certainement très inattendu du grand monde depuis son annonce, il suscite interrogations, interprétations, imagination et commentaires. Nous ferons les nôtres au forum de tout à l'heure à suivre les analyses du plateau de débatteurs invités sur l'émission pour parler donc de la démission de Joseph Fifame Djogbenou. À suivre donc les analyses des débatteurs en plateau. Il est désormais ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il a déposé sa démission dans la journée d'hier, à environ un an de la fin de son mandat, après une série de contacts. On rappelle les derniers avec le président de la République, Patrice Talon, ensuite le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Tout cela se passait lundi dernier avant hier mardi. Pour l'instant, les véritables raisons sont inconnues, la destination de même. On aura peut-être la lumière sur tout ceci cet après-midi lors du point de presse qu'il animera devant les médias. Mais en attendant, on partira en conjecture et essayer de trouver des réponses à un certain nombre d'interrogations. Qui sera désigné par l'Assemblée nationale par où il est venu pour le remplacer à la Cour constitutionnelle? Quelle est la prochaine destination de Joseph Djogbenou? L'ancien ministre de la Justice de Patrice Talon, ancien député et actuellement âgé de 58 ans, veut-il finalement s'affirmer acteur politique majeur en enfilant ce costume au sein de son parti, l'Union progressiste? La présidence du parti en vue en remplacement du patriarche Bruno Amoussou 2023 ou 2026. Quelle est l'ambition qui se cache derrière ce départ? Des questions au cœur du débat que nous aurons tout à l'heure avec les débatteurs et c'est le principal sujet du jour. Merci à chacun et à tous de votre fidélité. Installez-vous, Actu Matin est ouvert. Retour au plateau et nous allons prendre les nouvelles à la une des parutions du jour et l'actualité. Et c'est bien sûr le renoncement à la présidence de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, qui a démissionné donc de cette institution de la République. On va faire le point de tout ceci avec vous, Wakabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, c'est la démission de Joseph Djogbenou qui fait grand bruit depuis hier sur les réseaux sociaux et dans les parutions de ce matin. On nous annonce donc qu'il y aura passation de service ce matin donc au siège de l'institution et puis une conférence de presse prévue au cours de la journée. On va donc commencer par le quotidien Fraternité qui s'intéresse donc en premier à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le Bénin qui fait donc son entrée dans le bureau de l'association des parlements de la francophonie. La diplomatie parlementaire sous Louis Vlavonou est en marche, précise le quotidien
fraternité. Ambition pour les échéances électorales de 2023 et 2026. Joseph Djogbenou trace sa trajectoire de la société civile à la politique, une détermination à être dans la caravane des bâtisseurs. Quelle figure de proue pour succéder à Joseph Djogbenou, s'interroge Fraternité. Baccalauréat, session de juin 2022, jour des résultats, les candidats entre assurance et anxiété. À la une maintenant du quotidien de service public, démission de Joseph Djogbenou de la Cour constitutionnelle, le sens de l'acte. Les regards tournés vers le bureau du Parlement. Expo Art du Bénin, les enjeux de la réouverture. Il faut dire que dès samedi 16 juillet prochain, le peuple béninois redécouvrira l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. C'est une information donc à découvrir dans les colonnes du quotidien de service public La Nation. On va maintenant à la une de l'autre vision, décès tragique d'un jeune homme du fait de violences exercées par sa femme. Claudine Prudencio condamne l'acte et invite les Béninois au respect du caractère sacré de la vie humaine. Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou démissionne et déclenche une grosse polémique. Info matin, démission de Joseph Djogbenou, un événement prévisible, mais... Et puis, intrusion terroriste dans l'Alibori et dans le département de l'Atakora, nécessité d'un dispositif préventif d'avant-garde. Info matin qui nous apprend également qu'un homme de presse est aux arrêts pour matricide dans la commune d'Abomey-Calavi. Le journal de notre époque, Cour constitutionnelle, pourquoi Joseph Djogbenou a démissionné. Et puis 2095 décisions rendues sous la présidence de Joseph Djogbenou au niveau donc de la Cour constitutionnelle. Il y a le FMI qui approuve l'accord de mise en place d'un nouveau programme économique et financier au niveau donc des investisseurs. C'est une information relayée ce matin donc par le journal de notre époque. On va maintenant à la une de Le Matinal. Cour constitutionnelle du Bénin, Djogbenou dépose le tablier. Les probables raisons à découvrir dans les colonnes de Le Matinal. Un bilan reluisant à la tête de la juridiction. Les implications juridiques selon Robert Dossou, qui pour assurer le remplacement de Joseph Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle, l'ex-président face à la presse, ce jour précise toujours Le Matinal. Et puis Parlement de la francophonie, le Bénin intègre le bureau de l'APF. Quotidien La Boussole, Cour constitutionnelle, la démission fabriquée de Joseph Djogbenou qui émeut beaucoup. Nord-Sud quotidien cette fois-ci, démission de Djogbenou, scène de ménage, s'interroge le journal. 2026 commence selon Nord-Sud quotidien. Face au terrorisme, le Bénin signe un accord avec le Niger. À la une de Bénin Intelligent, 47e session de l'APF, les parlementaires lèvent l'alerte qui pèse sur le Bénin. Et puis démission Joseph Djogbenou à la Cour constitutionnelle, successeur Maître Adrien Houmbedi ou Dorothée Sosa. C'est toujours une interrogation donc à la une de Bénin Intelligent. Démission subite du président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes là avec le quotidien L'Enquêteur. Djogbenou veut succéder à Patrice Talon, fauteuil transitoire, le perchoir du Parlement. Et puis suite au massacre en série perpétré par des femmes sur leur conjoint, Claudine Prudencio se prononce. Soleil levant, décentralisation dans la sous-région, les acteurs des centres de formation outillés pour une gouvernance axée sur les résultats. Le Bénin accueille cet atelier de 72 heures à l'ère des réformes dans les communes du Bénin. Et puis décès d'un homme suite à la violence physique exercée sur lui par sa femme. Claudine Prudencio s'indigne et appelle à une prise de conscience. Le leader du jour, pour finir, Christian Dandédian, Joseph Djogbenou a démissionné au niveau de la Cour constitutionnelle. Le leader du jour qui se demande, Joseph Djogbenou est candidat. C'est une interrogation. Et puis, entrée historique du Bénin dans le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le dynamisme de la diplomatie parlementaire sous le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou,
confirmé. Il y a également, n'est-ce pas, cette indignation de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, qui dénonce donc l'acte exercé, l'acte d'assassinat d'un homme à Cotonou par son épouse. Voilà, Christian, tout rapide d'apparition ce matin avec Fraternité qui revient entre autres sur la démission de Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle. Le journal a également titré sur la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Bénin fait son entrée dans le bureau de l'APF. Voilà. Un petit tour à la une des parutions du jour et vous imaginez un peu le contenu de la presse ce matin, surtout avec cette grosse actualité qui fait débat dans l'opinion depuis hier après-midi. Il s'agit bien de la démission de Maître Joseph Diogbenou de la présidence de la Cour constitutionnelle, un poste qu'il occupe depuis 2018. Son mandat court jusqu'en 2023, mais il renonce donc à son poste de membre de cette institution et de président de cette institution. Dans la presse ce matin, eh bien, beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires. Ce sujet sera d'ailleurs abordé au forum de discussion avec les débatteurs. On va parcourir quelques contenus de la presse avec le journal Fraternité qui, de sources bien introduites, nous explique que l'ambitieux Joseph Diogbenou est décidé à chausser les crampons de chef de parti politique, puis de député, un retour au Parlement, et qui, si la mouvance présidentielle arrivait à y réunir la majorité des députés, eh bien l'aidera à briguer le prestigieux perchoir synonyme de deuxième personnalité du Bénin et ainsi se forger un destin de candidat sérieux à la magistrature suprême, ceci en 2026. Et des questions également sur qui pour le remplacer. Des noms circulent depuis hier et des noms très connus. Il s'agit de Maître Adrien Ngouidji, ancien président du Parlement, lui qui vient de faire son retour au barreau du Bénin, ou encore de Dorothée Sousa. En tout cas, en plateau ce matin avec les débatteurs, on reviendra sur tout ceci. On verra les contours de cette démission. Restez avec nous. On prend une pause avec l'autre pan de l'actualité, avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera le Midi Journal et c'est le Tout Image. C'est parti. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3bénin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Le communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle ne fournit aucun détail sur les raisons plausibles de cette démission. Du reste, une première dans le fonctionnement de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Seule la date de passation de charge est connue. Mercredi 13 juillet, le président sortant Joseph Ifame Diogbenou passe le maillet au vice-président Razaki Amounda Issifou en attendant que s'enclenche le processus de désignation par la représentation nationale du remplaçant du conseiller démissionnaire. La presse et les médias sociaux devront se contenter de ces quelques paragraphes du communiqué signé Gilles Badé. On retient du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle l'intense activité de ce lundi 11 juillet 2022, où il a été reçu en audience par le chef de l'État Patrice Talon, ensuite par le président de l'Assemblée nationale, sans rien laisser filtrer de leurs échanges. En l'absence d'une crise d'institution et de toute autre crise politique, on est bien curieux de savoir pourquoi le réformateur de la justice constitutionnelle abandonne le navire en pleine zone de confort, passé la tempête des réformes et des contentieux portés devant elle. L'observateur avisé de la vie sociopolitique en pareille situation va tout de suite questionner le régime des incompatibilités.
prévue par la disposition de l'article 115 de la Constitution. Il y est prescrit les compatibilités avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans les cas prévus à l'article 50, alinéa 3 de la Constitution. Si l'obligation de réserve n'est faite que pour les délibérations de la Cour constitutionnelle sur différents sujets, c'est donc un boulevard qui s'ouvre devant le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle. Et pour qui connaît son récent passé de militantisme politique, d'anciennes personnalités de premier plan de la société civile béninoise, on peut bien s'interroger sur la prochaine destination de l'avocat au barreau du Bénin. Joseph Fifamé Djogbenou, né le 20 mars 1969 à Abomey, a été, faut-il le rappeler, candidat aux législatives, député élu de la 7e législature à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois de la dite Assemblée. Le 7 avril 2016, il sera nommé garde des Sceaux après la victoire de Patrice Talon à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Il sera choisi 2 ans plus tard parmi les 4 représentants nommés par l'Assemblée nationale pour siéger pour la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Élu le jeudi 7 juin 2018 par ses pairs présidents, il aura passé un peu plus de 4 ans à la tête de cette institution. 4 années de réformes approfondies, 4 années d'une justice constitutionnelle rendue avec célérité, en toute garantie des droits fondamentaux, de la personne humaine et des libertés publiques. Djogbenou a démissionné, c'est bien, parce que Djogbenou est un homme de droit. Je pense qu'il est en train de pratiquer la loi. Peut-être qu'il veut aller aux élections. Et la loi a dit, quand tu occupes un poste, il faut démissionner 6 mois avant les élections. Donc, si Djogbenou démissionne aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas. Notre président Patrice Talon, il a le cerveau. Et avant l'heure, il pense ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Et il est en train de faire son plan. Il ne peut pas faire perdre comme mon passé, jamais. Comment il va classer son derrière, comment il va gérer son derrière, même s'il n'est pas là, celui qui va rester pour gérer son derrière, il va chercher. On peut dire ça, c'est un pipeau. Pourquoi je dis ça, c'est un pipeau? Lui-même, il n'a qu'à venir sur les chaînes pour parler que moi j'ai démissionné. Moi, je voudrais aller aux élections. Si ils ont démissionné pour aller aux élections législatives qui viennent dans 5 mois, je pense que Pipo, il ne peut pas sortir. C'est un non-lieu, c'est un non-événement chez moi. Parce que connaissant Djogbenou et connaissant le président de la République, nous savons les liens parentaux qu'il y a entre eux. L'avocat personne du chef de l'État, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus, ils se sont déjà entendus. Et Djogbenou sait pourquoi il a démissionné. Talon aussi sait pourquoi il a démissionné. Alors, je pense que ce coup, personne n'est novice. Le Benoît est assez mature et tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et Djogbenou veut se présenter aux élections législatives. Mais je pense que ça ne serait pas une bataille. Une bataille facile pour lui. C'est sûrement qu'il y a des promesses, il y a une espérance. Il y a des promesses, il y a sûrement un deal entre les hommes politiques. Et ce deal peut-être serait plus intéressant que ce qu'il a aujourd'hui, que le poste qu'il a occupé aujourd'hui. Donc voilà. Mais vous voyez, le timing est choisi. Le timing choisi pour, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, le tablier à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce timing, on est à quelques mois des élections législatives, ça pourrait laisser penser à beaucoup de choses. Les supputations sont les bienvenues. On peut supputer, on peut dire que il veut être dans les starting blocks pour les élections législatives. On peut penser aussi, c'est une probabilité que, il envisage peut-être le père choix. On peut envisager aussi que s'il a posé cet acte, c'est qu'il se prépare dans la perspective des élections présidentielles de 2026. Toutes les probabilités, toutes les supputations, cette démission est la porte ouverte à toutes ces supputations. Mais le président Djogbenou n'est pas le seul capable de gérer la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui peuvent gérer aussi la Cour constitutionnelle. Le président Djogbenou a dirigé la Cour constitutionnelle pour un temps et nous a démontré de quoi il est capable. Il n'a pas mal géré la Cour constitutionnelle. Non. Il a géré avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence. Donc s'il est parti,
c'est sûr qu'il est parti pour des raisons que lui seul connaît. Le président Djogbenou, en sa qualité de citoyen et en sa qualité d'autorité, a le droit de démissionner. Un. Et deuxièmement, le président Djogbenou a le droit d'être candidat à l'élection législative prochaine. Je n'en sais rien. Ne vous plaignez pas. Peut-être qu'il a préparé un autre atterrissage. Moi, je suis ici à Alcrève, mais un bon matin, vous pouvez entendre que moi aussi j'ai démissionné pour me mettre à la disposition du peuple d'une autre manière. Au nom du comité électoral, je déclare ouverte la campagne électorale en vue de l'élection des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat du Bénin. La campagne électorale est ainsi lancée par le comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À l'occasion, les dispositions réglementaires du décret 2022-193 du 23 mars 2022 portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont été rappelées à l'assistance. Campagne ouverte pour demain, mercredi 13 juillet à 0h, et la campagne s'achève obligatoirement le vendredi 22 juillet à minuit. Article 17. Ouverture et durée de la campagne électorale. La déclaration d'ouverture et les modalités de déroulement de la campagne électorale sont fixées par le comité d'organisation des élections. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, chacun en ce qui le concerne, à s'en tenir scrupuleusement au respect des dispositions de ce décret afin que nul n'en ignore. C'est pour la troisième fois que le gouvernement associe formellement la Sénat au processus électoral des membres des chambres consulaires. L'institution rassure de ce fait que le mandat qui lui a été confié sera exécuté conformément aux termes du décret et du mémorandum d'entente signé avec le comité d'organisation. Les différentes listes en compétition ont pu apprécier avec quel professionnalisme les équipes de la Sénat ont reçu les différentes déclarations de candidature en toute impartialité avec la courtoisie requise en la matière. En ce moment, la Sénat est occupée à la confection des kits du matériel électoral qui seront déployés dans les 546 postes de vote ouverts dans les arrondissements du Bénin. Ensuite, les agents électoraux des postes de vote et leurs superviseurs seront formés et atteindront vos électeurs le 24 juillet 2022 au lieu indiqué pour chacun d'eux. Il ne reste plus qu'à vous dire que tout se passera comme cela se doit et comme il faut, et que vous êtes invités à faire en sorte que les meilleurs gagnent. C'est sur ces mots que je vous renvoie à une campagne comme cela se doit. La Sénat compte sur chacune des listes pour faire une campagne loyale. Campagne au cours de laquelle les électeurs seront invités à exprimer leur choix. Les élections des représentants des artisans à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont prévues pour le dimanche 24 juillet 2022 de 7h à 17h dans les 546 bureaux d'arrondissement sur l'ensemble du territoire national. Ici, à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, s'ouvre un atelier de renforcement de capacité du personnel financier et comptable des organisations de la société civile OSC. Il est organisé par le ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques, UGR, et le Centre national de formation comptable, CENAFO. Son thème, les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables. Je veux juste rappeler que jusqu'en décembre 2021, notre pays était doté d'une fiscalité régie par plusieurs tests datant de la période d'indépendance, dont
La loi numéro 64-35 du 31 décembre 1964 portant codification des droits, impôts et taxes fiscales d'enregistrement, de termes de publicité foncière et hypothécaire et sur les revenus des capitaux mobiliers, et l'ordonnance numéro 2-PR-MFAE du 10 janvier 1966 portant codification des impôts directs et indirects. La superposition de ces différents textes et leur éparpillement dans divers documents complexifie leur bonne compréhension et donc leur bonne application, surtout par le contribuable. La réforme du Code général des impôts est venue apporter des solutions à ces déconvenues, comme vous aurez l'occasion de vous en apercevoir tout au long de votre formation. La formation sera une occasion pour ces acteurs des OSC de parcourir les dispositions antérieures de la loi des finances. Elle leur permettra également de s'imprégner des mesures reconduites, des mesures nouvelles, des innovations du Code général des impôts et du tableau de bord fiscal des OSC et des ONG. Vous méritez des encouragements. Je voudrais également remercier le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances qui a accédé à votre demande et a pris les dispositions pour que cette formation se tienne. Je n'oublierai pas M. Mendo et toute son équipe du Centre national de formation comptable qui ont su, après instruction, prendre les dispositions pour que la formation ait lieu. Cette formation sur la réforme du Code général des impôts et les implications comptables et fiscales de la loi des finances 2022 s'étale sur 2 jours. Pour rappel, la loi des finances 2022 a été votée le 9 décembre 2021 et lancée officiellement le 7 janvier dernier. Après plusieurs tentatives infructueuses, le processus de mise en place du Fonds de protection des épargnants est relancé sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, un instrument voulu pour compléter le dispositif de protection des investisseurs qui jusque-là garantissait le dénouement des opérations boursières. Et donc il s'agira, à travers cet instrument, d'indemniser les petits épargnants à concurrence d'un plafond d'indemnisation qui sera fixé. Et si jamais les intermédiaires financiers auprès de qui ils ont leurs avoirs, que ce soit des avoirs titres ou espèces, s'il arrivait que pour une raison ou pour une autre, ces intermédiaires financiers faisaient faillite. Donc ils auront au moins la certitude de récupérer quelque chose le temps que les procédures collectives d'appurement du passif ou de liquidation de ces entités-là soient achevées. En somme, sécuriser l'environnement des transactions boursières tel que le dispose l'article 23 du règlement général de la bourse régionale des valeurs mobilières. Et ce sont les projets de test qui sont soumis ici à l'appréciation des spécialistes autour de ces assises tenues aussi bien en présentiel que par visioconférence. Sans un dispositif approprié de protection des investisseurs, les marchés boursiers pourraient être freinés dans leurs ambitions d'attirer des ressources, de se développer adéquatement et être contraints de laisser les banques endosser le rôle de source exclusive de financement. Le chantier de mise en place de ce fonds a été ouvert par Romuald Wadagni, alors président en exercice du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA. Et la relance du processus est vue aujourd'hui comme un motif de fierté. Mesdames et messieurs, je me réjouis particulièrement de voir se concrétiser certains chantiers initiés sous la mandature de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, lorsqu'il était donc président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et donc, la présente cérémonie est l'un des chantiers qu'il avait lancés. La mise en place donc, de ce fonds de protection des épargnants au sein de notre marché, à travers donc, un dispositif réglementaire et le cadre opérationnel, vient à point nommé et renforcera la confiance des investisseurs. Le requiem est ainsi entonné pour les conflits d'intérêts autour des opérations boursières dans la sous-région. Les bases juridiques de ce fonds seront jetées au terme des travaux de réflexion que mèneront ces experts. Une fois validés, ces tests seront soumis à l'appréciation des gouvernants pour approbation.
Comme vous le savez, le FAGAS a adopté une stratégie avec un certain nombre d'axes, dont un axe, c'est le renforcement de la gouvernance pour renforcer l'efficacité de cette institution multilatérale de financement de premier plan. Donc la première, c'est d'évaluer la performance des instances, des organes du FAGAS, à savoir le Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration et la Direction générale. On peut citer l'évaluation de la performance des activités du FAGAS, les projets, les programmes, toujours aussi dans un esprit d'amélioration et d'efficacité, se basant sur les meilleures pratiques internationales. La troisième fonction aussi essentielle, c'est de mettre aussi des avis sur la pratique du FAGAS. Quatrième, si je peux en citer, parce qu'il y en a d'autres, mais je vais me limiter aux 4 parce que le contexte ne s'y prête pas. Donc c'est aussi de suivre l'exécution des décisions, des recommandations du Conseil des gouverneurs. Nous avons commencé la première réunion ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation. Donc elle était consacrée à l'examen des textes créant cette institution, mais aussi nous avons examiné et approuvé la charte qui devra guider le fonctionnement du Bureau indépendant d'évaluation. L'impact sera de grande portée. Premièrement, ça va renforcer l'efficacité de la gouvernance de l'institution. Le deuxième volet, c'est aussi renforcer le potentiel de mobilisation des ressources dont cette institution a besoin au niveau international. Donc, cette création participe de la dynamique récemment insufflée à cette institution, pour justement être au diapason et pour tirer le meilleur profit des opportunités de mobilisation des ressources en faveur des économies qui s'offrent au niveau international et régional. Donc voilà, c'est pour renforcer la gouvernance, pour renforcer la crédibilité et pour faciliter aussi la mobilisation des ressources et leur utilisation de façon efficiente et efficace. Et voilà, à l'instant, c'était le Midi Journal sur Actu Matin, pendant qu'il sonne 7h40. Si vous nous rejoignez, eh bien, l'émission se poursuit. On passera dans un instant à une autre étape et ce sera le Journal des Sports avec Ali Mouni que nous allons recevoir. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Rendez-vous des sports sur Actu Matin et à partir de cet instant. Et nous sommes avec vous, Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là, bienvenue. Avec vous, on ira encore ce matin au Caire, en Égypte, pour parler du championnat d'Afrique des nations de handball masculin. Il y a déjà des équipes qui sont qualifiées pour les quarts après les 2 premières journées. Oui Christian, c'était ça. Mais si au niveau du football, le Sénégal est sur le toit du continent, on ne pourra pas dire la même chose au handball. Les Lions de la Teranga ont perdu le deuxième match hier. C'était face à l'équipe de la l'équipe de l'Angola pour cette 25e édition de la Coupe et du championnat d'Afrique de handball masculin. Après une défaite 31-26 face à la RD Congo à l'ouverture, les handballeurs sénégalais ont courbé les chines face à l'Angola, comme je le disais, petite marge comme lors de la première journée, mais défaite quand même pour cette formation. Les Palancas Negras l'emportent sur le score de 32-25. Sur ces images, les images de la fin de la rencontre, Christian, les Palancas Negras qui ont réussi donc à s'imposer aux Sénégalais. C'est donc terminé pour les Lions de la Teranga qui sortent ainsi de la compétition. De l'autre côté, c'est la RD Congo qui a enregistré et qui enregistre comme l'Angola, en fait, sa deuxième victoire. Et donc, elles sont les deux nations qualifiées pour le tour suivant du championnat d'Afrique des Nations de handball masculin dans ce groupe D. Voici donc pour les résultats de cette deuxième journée. Le Cameroun s'est incliné une fois encore, deuxième défaite pour le Cameroun face au Maroc, cette fois-ci 34-28 à l'arrivée. Dans le groupe B, c'est la Guinée qui enregistre aussi sa deuxième victoire, 28-22 face à l'Algérie. La Guinée aussi qui composte donc son billet qualificatif pour le tour suivant. Le Cap-Vert fait une très belle entrée hier face au Nigeria, 35-29. Et donc, le Cap-Vert, je dirais, réalise aussi une très belle performance face au Nigeria qui s'incline encore une deuxième fois. Et dans le groupe D, comme je le disais tantôt, le Sénégal qui s'est incliné face à l'Angola, 32-25. Et la Zambie qui s'est inclinée face au RD Congo, 24-43. La République démocratique du Congo et puis l'Angola, donc les deux nations qualifiées pour le prochain tour déjà avant la dernière journée qui opposera les deux nations dans ce groupe D. Christian, avant de vous proposer les affiches de la 3e journée de ce championnat d'Afrique des Nations de handball, je vous propose les images de la cérémonie inaugurale de la compétition, un événement très riche en couleurs, comme je vous l'avais annoncé hier. Comme vous pouvez le voir sur ces images, à nous envoyer par Hakime Osseni depuis le complexe Dr Hassan Mostafa du 26 octobre du Caire. Je vais vous laisser en quelque sorte profiter un peu de cette ambiance avec ces jeux de couleurs pour cette cérémonie inaugurale, très riche et puis très intéressante. Avec la réalisation. Bien sûr, grâce à la réalisation. L'image suivante, c'est pour vous montrer en quelque sorte les réalisations, comme on le disait par rapport au complexe qui est aussi une très belle salle mise en place pour la pratique du handball. Christian, ils n'ont pas oublié aussi les hommes des médias. Vous allez le voir sur cette image à nous proposer bien sûr par la réalisation. Voici donc la salle réservée aux médias pour traiter les images. Vous pouvez apprécier comme moi cette place réservée bien sûr aux hommes des médias qui jouent aussi un rôle très important dans la promotion du handball africain. Voyez, donc
Voilà, c'est de là que Hakimi nous envoie les images. Oui. En tout cas, merci beaucoup, de très belles images. Oui, merci Hakimi. On va poursuivre donc avec les affiches de la troisième journée du championnat de handball masculin. Pour cette troisième journée dans le groupe A, donc le Maroc aura pour adversaire l'Égypte. C'est bien sûr une rencontre prévue pour 20h. C'est donc aujourd'hui au niveau du complexe que vous venez de voir, du complexe sportif Dr Hassan Mostafa. Dans le groupe B, Algérie aura pour adversaire le Gabon. Et donc l'Algérie a nécessairement besoin de victoire pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour. Dans le groupe C, c'est le Cap-Vert qui va encore plancher aujourd'hui face à la Tunisie. Le Cap-Vert qui s'était imposé donc hier face au Nigeria. Et dans le groupe D, on aura la rencontre Sénégal-Zambie qui est bien sûr sans enjeu. Et l'autre, c'est bien sûr entre l'Angola et la RD Congo, deux nations qui se sont déjà qualifiées pour le tour suivant. Allez, la suite. On parle du sport féminin. Oui, Christian. C'était avec donc l'Euro 2022. Oui, l'Euro 2022. On a assisté donc hier à la victoire de l'Allemagne. L'Allemagne qui donc s'est rassurée hier à l'issue d'un choc très attendu à cet Euro 2022, la finale du groupe B entre l'Allemagne et l'Espagne. Les Allemandes très agressives et mobiles face à une équipe de la Roja conservatrice. Et c'est bien sûr cette pression de la Mannschaft qui va payer très tôt à l'ouverture, avec l'ouverture du score de l'attaquante de Wolfsburg, Svenja Huth. Voilà, j'y essaye bien sûr. Christian a fait les déductions. Donc, troisième minute de jeu, l'Allemagne mène déjà 1-0. C'est ensuite la capitaine Alessandra Popp qui va rassurer son équipe à la 36e minute, permettant donc à cette équipe de s'imposer 2-0 à l'arrivée. L'Espagne va poursuivre au cours du second acte sans pour autant réussir à trouver le chemin défilé. L'Allemagne prend la tête de ce groupe B au classement. Le classement qui se présente comme suit. Allemagne donc leader dans le groupe B avec donc 6 points et qualifié pour le prochain tour. Sera donc suivi de l'Espagne qui compte 3 points, le Danemark qui aussi totalise 3 points et la Finlande 0 points. La troisième journée sera donc très dure pour l'Espagne qui aura bataillé dur pour s'imposer à son adversaire danois. Un peu plus tôt, on revient donc aux différents résultats de cette journée. Deuxième journée dans le groupe B, donc c'était le Danemark qui s'était imposé à la Finlande. Résultat à l'arrivée, 1-0 tout simplement pour les Danoises qui ont encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Dans le groupe C, aujourd'hui, on va assister à la deuxième journée dans ce groupe. Un groupe bien sûr équilibré entre la Suède et bien la Suisse. Ce sera la rencontre à suivre en première heure à partir de 17h. Et puis à 20h, la rencontre entre les Pays-Bas face au Portugal. Christian, voici pour ce qui concerne l'Euro 2020, les affiches du jour. On va s'intéresser donc cette fois-ci à la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Aujourd'hui démarrent donc les quarts de finale. Et pour cette première journée des quarts de finale, la Zambie aura pour adversaire le Sénégal et le Maroc sera donc face au Botswana pour essayer de se qualifier pour le prochain tour, c'est-à-dire les demi-finales. Christian. Voilà. Et ce sera tout pour ce matin. Oui. Merci beaucoup, Ali Moumouni. Très bonne journée du mercredi. Rendez-vous demain, quand nous serons jeudi, à partir de 7h30, 40 minutes. Bonne journée. Allez, restez avec nous. La suite de ce programme matinal, pendant qu'il sonne 7h52, eh bien, on va installer le plateau de la discussion. Principal sujet à aborder avec les débatteurs ce matin, les contours de cette démission de celui qu'on appellera désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Retour donc sur cette actualité avec les débatteurs en plateau. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp,
Email canal3benin@yahoo.com. info@canal3télévision.com. fraternité-fm@yahoo.com. fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est l'heure du débat sur Actu Matin. Merci de votre fidélité. Cher monsieur, bonjour. Dr Patrick Henou, bienvenue. Merci de m'inviter. C'est l'actualité. Je pense que c'est l'actualité qui l'exige. Oui, absolument. Merci. Herman Anyambossou, bonjour. Bonjour Christian Dalé. Et André Dossa, bonjour, bienvenue. Bonjour Christian, bonjour chers amis. Voilà, un grand retour, hein. Heureux de vous retrouver sur Actu Matin pour analyser cette actualité liée donc à la démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou. Il y a donc ce commentaire de la rédaction, une lecture de cette démission réalisée par Herman Anyambossou que je vous invite à suivre et juste après, nous ferons nos analyses autour. Le communiqué signé du secrétaire général de la Cour constitutionnelle ne fournit aucun détail sur les raisons plausibles de cette démission. Du reste, une première dans le fonctionnement de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Seule la date de passation de charge est connue. Mercredi 13 juillet, le président sortant Joseph Ifame Diogbenou passe le maillet au vice-président Razaki Amounda Issifou en attendant que s'enclenche le processus de désignation par la représentation nationale du remplaçant du conseil démissionnaire. La presse et les médias sociaux devront se contenter de ces quelques paragraphes du communiqué signé Gilles Badé. On retient du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle l'intense activité de ce lundi 11 juillet 2022, où il a été reçu en audience par le chef de l'État Patrice Talon, ensuite par le président de l'Assemblée nationale, sans rien laisser filtrer de leurs échanges. En l'absence d'une crise d'institution et de toute autre crise politique, on est bien curieux de savoir pourquoi le réformateur de la justice constitutionnelle abandonne le navire en pleine zone de confort, passé la tempête des réformes et des contentieux portés devant elle. L'observateur avisé de la vie sociopolitique en pareille situation va tout de suite questionner le régime des incompatibilités, prévu par la disposition de l'article 115 de la Constitution. Il y est prescrit les compatibilités avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf
dans les cas prévus à l'article 50, alinéa 3 de la Constitution. Si l'obligation de réserve n'est faite que pour les délibérations de la Cour constitutionnelle sur différents sujets, c'est donc un boulevard qui s'ouvre devant le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle. Et pour qui connaît son récent passé de militantisme politique, d'anciennes personnalités de premier plan de la société civile béninoise, on peut bien s'interroger sur la prochaine destination de l'avocat au barreau du Bénin. Joseph Fifame Djogbenou, né le 20 mars 1969 à Abomey, a été, faut-il le rappeler, candidat aux législatives, député élu de la 7e législature à l'Assemblée nationale, président de la commission des lois de la dite Assemblée. Le 7 avril 2016, il sera nommé garde des Sceaux après la victoire de Patrice Talon à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Il sera choisi 2 ans plus tard parmi les 4 représentants nommés par l'Assemblée nationale pour siéger pour la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Élu le jeudi 7 juin 2018 par ses pairs présidents, il aura passé un peu plus de 4 ans à la tête de cette institution. 4 années de réformes approfondies, 4 années d'une justice constitutionnelle rendue avec célérité, en toute garantie des droits fondamentaux, de la personne humaine et des libertés publiques. Voilà, c'était là le commentaire de la rédaction, la lecture de la rédaction de Canal 3 Bénin sur cette démission de Joseph Fifame Djogbenou. Et nous allons donc analyser les contours de ce départ de la Cour constitutionnelle. L'information a pris, je dirais, l'ensemble des Béninois de cour. Joseph Djogbenou, en déposant sa démission dans la journée d'hier, mardi 12 juillet, à environ 1 an de la fin de son mandat à la tête de la Cour constitutionnelle, à la tête de la Cour constitutionnelle. Avez-vous vu venir cette démission, Dr Patrick Hénou? Merci. Est-ce que j'ai vu venir? Non. Et ça a été une surprise générale. Mais il faut avouer que toute démission, de façon générale, donne lieu, n'est-ce pas, à plusieurs interprétations. Cela nous renforce dans la position qu'il ne saurait y avoir du déterminisme universel en ce qui concerne les cas de démission en politique. Deuxièmement, la démission telle que nous voyons aujourd'hui, nous la voyons aujourd'hui avec le président Joseph Djogbenou, particulièrement en politique, peut donner lieu également à des explications, à des raisons qui peuvent ne pas être, en tout cas, la raison fondamentale de l'auteur ou du démissionnaire lui-même. Et cela sous-entend que, en matière politique, la démission qui est intervenue aujourd'hui doit être lue en parfaite harmonie avec 2 échéances majeures et qui se pointent à l'horizon, à savoir les élections législatives de 2023 et l'élection présidentielle de 2026. Oui, justement, vous irez en profondeur de vos analyses ce matin. On va faire le premier tour de table en donnant la parole à tous ceux qui sont en plateau ce matin. Wahab Ali Para, je vous refais cette question sur l'avenue de ce départ de Joseph Djogbenou. Sans pression, il n'y a pas une actualité qui nous dit qu'il y a mésentente dans certains conflits au sein de l'institution. Effectivement, quand on fait un tour en arrière, rien a priori ne laissait, n'est-ce pas, se réveiller hier matin, n'est-ce pas, avec cette information de la démission de Joseph Djogbenou, surtout quand on a relayé déjà sur Canal 3 Bénin sa visite, pour ne pas dire l'audience que le chef de l'État lui a accordée. C'était une information passée en brève sur Canal 3 Bénin, du fait, bien entendu, qu'après ces échanges avec le chef de l'État, il n'a pas souhaité accorder une interview à la presse. Mais tout de même, on a vu la cordialité, l'ambiance qui a prévalu avec le chef de l'État, surtout quand vous regardez au-delà de tout, n'est-ce pas? C'est vrai, les deux se sont réservés de se serrer des poignées de main, mais l'échange était cordial. Le chef de l'État a demandé comment il va. Il a même commenté, je dirais, son physique et autres. En tout cas, quand vous pouvez écouter le son ambiance,
c'était bien entendu cela. Et puis bon, c'était avec souris aux lèvres que les deux se sont séparés. Plus tard, on a vu Joseph Diogbenou, n'est-ce pas, au niveau du président de l'Assemblée nationale, comme une forme de consultation. Pour nous, c'est peut-être une autre réforme qui serait en vue. En préparation, oui. Voilà. Et donc, le lendemain, on se réveille avec, bien entendu, la démission de Joseph Diogbenou. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, vraiment, là où les commentaires peuvent aller dans tous les sens, c'est que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une révocation, il ne s'agit pas d'un limogeage, il ne s'agit pas, je dirais, d'un changement. D'un retrait de confiance. Voilà, d'un retrait de confiance. Encore que quand on parlera de confiance, quand on connaît le parcours de Joseph Diogbenou, quand on connaît son croisement avec le président Patrice Talon candidat, Patrice Talon simple opérateur économique, Patrice Talon président de la République et autres, quand on fait le mélange donc de cette collaboration, avec le grand rôle qu'il a joué, on parlera de manque de confiance, on saura que franchement il y a eu une, je dirais, un gros spectacle, sinon un effondrement total. D'accord, on vous écoute, Herman Agnamboussou. Oui, c'est vrai que nous avons vu tout ce commentaire que vous avez réalisé autour de Joseph Diogbenou après donc sa démission. Les raisons de ce départ ne sont pas encore connues, certainement que dans la journée, puisqu'il va animer une conférence de presse ou un point de presse, on aura quelques éléments d'appréciation après la passation de service qui aura lieu donc ce matin. Mais en attendant, on part en conjecture. On n'a pas vu venir ça. Oui, c'est le commentaire de la rédaction. Oui, le rédacteur chef est là, on à côté de moi, André Dossa. Oui. Donc, c'est pas un commentaire personnel à Herman. Non, c'est vrai que cette démission a surpris tout le monde. En Afrique, où on assiste un peu à une sorte où on échelonne les mandats, on fait en sorte à se maintenir au pouvoir, on fait en sorte à tripatuer les tests pour rester. C'est une première que de voir qu'ici au Bénin, Joseph Diogbenou, qui, comme je l'ai rappelé dans le commentaire, a déjà traversé toute la tempête des réformes, parce que n'oubliez pas qu'au début de cette mandature-là, quand il a été question d'introduire, de revoir un peu la justice constitutionnelle, il y a eu beaucoup de commentaires, mais il a foncé et ça a porté ses fruits finalement. Et donc voir quelqu'un comme celui-là écourter son mandat, ça surprend beaucoup de personnes à la fois, y compris moi qui suis ici. Mais toujours est-il que, vous voyez, c'est à dessein, je crois, que la presse a mis un accent sur l'ambiance qui a prévalu au cours de cette audience que Patrice Talon lui a accordée et quelques heures après, l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale. Je pense que là, ça nous montre clairement que nous ne sommes pas dans une crise d'institution. Sinon, ça aurait été une démission comme ça, balancée sur la toile et tout, qu'on serait ici en train d'apprécier la démission autrement. Et donc, quand on a vu toutes ces images, tous ces faits qui ont précédé la démission, on se dit que sans doute c'est un système politique. Et le docteur nous fait bien nous rappeler qu'en politique, il n'y a pas de déterminisme et tout. Et donc, on va s'attendre forcément à ce que dans les tout prochains jours, qu'il y ait d'autres faits qui viennent corroborer un peu les déterminants de cette démission. Justement, une analyse des faits et gestes de ces derniers jours, notamment la journée du lundi 11 juillet dernier, mais bien avant, il y a eu ce contact, ces échanges avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji. Une démission sans rupture avec Patrice Talon. Regarde tout ce que nous avons vu. André Dossa, voilà pourquoi il y a une surprise générale. Oui, c'est vrai, si l'on doit s'en tenir aux images de cette audience à lui accordée par le chef de l'État, les propos, Warab a décrit tout à l'heure, le chef de l'État qui faisait remarquer qu'ils étaient dans le même temps, et ce dernier lui aurait d'ailleurs retoqué que ce n'était pas au même prix. Voilà, j'avais entendu une phrase, la vie est belle. Ça veut dire que c'était relax plutôt. Mais nous sommes en politique. Il peut y avoir problème, il peut y avoir des quiproquos, et pourtant les acteurs font afficher, n'est-ce pas, les sourires de circonstances. Mais effectivement, je suis d'accord avec Herman pour dire que nous ne sommes pas dans le cas présent, dans une crise d'institution, de régime, une rupture, divorce ou toute autre terminologie allant dans le même sens que l'on voit agiter un peu dans l'opinion depuis la survenue de cette démission. Je crois que le président Joseph Diogbenou, il n'est plus utile de rappeler ce qu'il a pu accomplir dans le sens des réformes portées par le chef de l'État, Patrice Talon. Ses liens avec Patrice Talon, le rôle joué dans l'avènement au pouvoir de Patrice Talon. Aujourd'hui, je crois que tous ces éléments-là, quand même,
convergent pour nous amener à conclure qu'il n'y a pas de difficulté entre les deux hommes. Alors, vous avez fait allusion aux tractations, aux rencontres, aux audiences de Joseph Djogbenou avec quelques acteurs politiques, pas des moindres. On a observé qu'il a rencontré le président de l'Assemblée nationale après le chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale n'était même pas au pays, il est rentré du Rwanda, une activité justement. Et avant tout ça, on l'a vu au domicile du président Maître Adrien Humbedji. Je pense que c'est peut-être à partir de cet événement qu'il faut lire cette démission de Joseph Djogbenou. Vous savez, Joseph Djogbenou avait été désigné à la Cour constitutionnelle par une Assemblée nationale présidée par Maître Adrien Humbedji. Oui. Ouais. Je vois que c'est des éléments dont il faut tenir compte pour lire cette démission. Joseph Djogbenou démissionne à quelques mois des législatives et apparemment c'est pour se mettre au service de son parti, l'Union progressiste. Donc, il veut aller militer. On ne peut pas être dans l'activisme politique en étant président de la Cour constitutionnelle. Et on entend de plus en plus dans l'opinion qu'il aurait des ambitions pour 2026. Alors quand on a des ambitions pour 2026, c'est qu'il faut passer par 2023. Oui. Vous savez que les législatives de 2023 sont celles qui vont fondamentalement organiser les élections générales de 2026. Il n'y aura pas d'élections législatives avant la prochaine présidentielle. Les deux auront lieu au même moment. Donc, il faut quand même participer activement à ces élections législatives de 2023 pour être présent, partie prenante de la mise en place de cadre institutionnel, légal, qui va régir les élections générales de 2026. Donc, in fine, de mon point de vue, je crois que Joseph Djogbenou a renoncé aux privilèges liés à ce poste de président de la Cour constitutionnelle. Qui dit renoncement, donc dit sacrifice, privation. Des sacrifices, me semble-t-il, nécessaires pour ses ambitions politiques. Si on suppose qu'il est dans les ambitions pour 2026, ce sacrifice est nécessaire pour lui permettre d'avoir ce qu'il souhaite. Voilà, Joseph Djogbenou qui ose gros à l'analyse donc de tout ce que nous observons depuis quelques heures. Et c'est sûr et certain qu'avec sa sortie médiatique de cet après-midi, on aura beaucoup plus de précision sur sa vision, sur les objectifs qu'il a à atteindre. Mais une démission qui intervient dans un contexte politique où on tend vers les législatives dans quelques 6 mois. Comment l'interprétez-vous, Patrick? Merci. Et d'abord, il faut souligner que sa démission est d'abord un signe de rupture. Rupture, mais attention, rupture non pas avec le système, mais avec un sous-système. Le sous-système, c'est l'institution dans laquelle il agissait, dans l'institution qu'il dirigeait. Et donc, cette petite rupture qui est intervenue lui permet, cette fois-ci, de marquer toujours sa loyauté vis-à-vis du chef de l'État. N'oubliez pas, parce que quand on parle de rupture, on a tendance à penser immédiatement à une défection, et qui parle de défection fait appel, n'est-ce pas, à la théorie de Albert Olivier Richman, à savoir la loyauté, n'est-ce pas, la prise de parole et les adoptions. Et donc, vous voyez très bien que c'est comme une mutation que réalise aujourd'hui Maître Joseph Djogbenou, une mutation pour pouvoir mieux s'occuper de l'arène politique. Parce qu'il avait l'obligation de réserve de par la position qui était la sienne. Et aujourd'hui, on sent que l'homme a des velléités de position, de pouvoir politique. Et en ces termes, on constate, lorsqu'on lit sa trajectoire déjà sociale, et en plus sa trajectoire politique, on voit très bien que l'homme est fatigué de rester dans l'obligation de réserve que lui imposait l'institution. Et donc, aujourd'hui, face à 2023, face à 2026, comme l'a rappelé Dossa tout à l'heure, c'est qu'il veut se positionner. D'abord, par rapport à l'Union progressiste. Et donc un signal pour passer à l'action politique. Ah oui. Et peut-être, pourquoi pas, il peut devenir le président de l'Assemblée nationale en 2023. Et là, il aurait réalisé une parfaite mutation, partie donc de la présidence d'une institution républicaine
à la présidence d'une autre institution. Et donc, vous voyez très bien que et sa prise de parole aujourd'hui, sa position nous permet de constater que l'homme veut faire des avancées et marquer son territoire dans l'arène politique. Herman? Oui, cette émission de Joseph Diogbenou interroge un peu l'histoire du Bénin. C'est vrai que l'homme a été déjà élu député une fois, et donc il a déjà fait ses preuves sur ce terrain-là, dans la 16e, je crois, si mes souvenirs sont bons. Dans la 16e. Et donc, je pense qu'il ne faut pas forcément dire que c'est qu'il a des velléités. Il avait déjà des ambitions qu'il a su exprimer en son temps. Bien avant 2016. Et donc, c'est un acteur politique, quoi. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Il faut voir son parcours, acteur de la justice, acteur de la société civile. Après, il est passé à la case politique avec Alternative Citoyenne. Ensuite, pour se retrouver. Et donc, si on veut rester conforme aux tests, les tests qui disent qu'il faut démissionner, l'obligation de réserve qui désormais qui lui imposait de ne pas pouvoir se prononcer publiquement, désormais ils iront avec cette obligation-là. Il va pouvoir entrer en politique comme il le veut, et parce qu'il devient un citoyen comme toute autre personne. Je pense que c'est quand même, pour ma part, c'est comme le docteur l'a dit, c'est une mutation qu'il opère pour lui permettre de pouvoir entrer dans certaines considérations et donc pouvoir affronter 2023. Il faut peut-être attendre, parce que justement, quand il parle de rupture, je suis d'accord, parce que désormais, il faudra trouver son remplaçant à la Cour constitutionnelle pour que, à ce niveau, on va aborder cette question tout à l'heure. Wakavali Para. Non, moi, je voudrais voir apprécier un peu l'appétit politique de Joseph Diogbenou. Vous voyez, on dit quand un parti politique naît, c'est d'abord naître, c'est aller à la conquête du pouvoir et exercer ce pouvoir. Et on a noté cela, n'est-ce pas, au niveau de Joseph Diogbenou, quand il était déjà au niveau de Alternative Citoyenne, d'abord de la société civile, tout simplement. On se souvient également des mercredis rouges qui ne faisaient pas du bien au régime en exercice en son temps. Donc, c'était déjà des ambitions affichées à l'effet donc de bousculer les habitudes de l'ancien régime, le faire partie, certes, par voie démocratique, lui faire comprendre les mécontentements. Et maintenant qu'on a eu l'occasion de prendre le pouvoir, on l'exerce. Et je pense que Joseph Diogbenou a exercé à sa manière le pouvoir, ne serait-ce qu'au niveau de la justice, ne serait-ce également qu'au niveau de la Cour constitutionnelle. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on parlait des élections de 2016, Joseph Diogbenou n'avait pas caché son ambition. Il souhaitait aller aux élections. Mais son rapprochement, ses affinités avec Talon, qui plus tard, n'est-ce pas, a lui affiché son ambition d'être candidat, il s'est retraité et a soutenu, Patrice Talon en son temps, en 2016. Il est venu au pouvoir. Ils ont partagé, je dirais, l'exercice de ce pouvoir. Et c'est ça qui avait amené Joseph Diogbenou au niveau de la justice. Et quand on parle au ministère de la Justice, voilà, pour être plus précis. Donc, garde des Sceaux à l'époque, on sait qu'en tant que garde des Sceaux, ce que cela permettait à faire en ce qui concerne les réformes institutionnelles qu'opérait le président de la République, Patrice Talon. Maintenant, quand on a fini de dire ça, pour voir 2023, donc j'ai apprécié tout à l'heure donc son appétit politique. À la Cour constitutionnelle, il est en quelque sorte confiné. Et étant un activiste politique, parce que c'est quelqu'un, ma foi, ne serait-ce que quand on retourne sur son parcours d'étudiant, c'est un activiste qui veut commencer tout à zéro. Les parachutages ne sont pas, ma foi, les habitudes de Joseph Diogbenou. C'est quelqu'un qui commence petitement et évolue. Donc, quand il est à la Cour constitutionnelle, il se sent en quelque sorte confiné, n'est-ce pas, dans ce confort qu'on souligne, parce qu'il s'agit d'une institution de la République, la Cour constitutionnelle. Et quand on démissionne, la démission qui n'est pas dans les habitudes des Béninois, alors quand on démissionne d'un poste aussi prestigieux, naturellement, c'est qu'on ambitionne beaucoup, on souhaite beaucoup plus grand. Voilà pourquoi on peut voir 2023, on peut voir 2026 dans les ambitions. Alors justement, 4 ans de vie à la tête d'une institution où, on voit tout passer sans maudire, sans véritablement mouvoir. Joseph Diogbenou veut donc se lâcher, mais avec peut-être le soutien et la bénédiction de Patrice Talon. D'abord, moi, je ne parlerai pas de mutation, docteur Renou. Je préfère même l'expression de Wahab, appétit politique de Joseph Diogbenou. Oui, parce qu'il en a.
est-ce que lorsqu'on a été dans des institutions de la République et que peut-être on est tenu par des serments, des obligations, est-ce que ces serments-là nous dépouillent vraiment de nos convictions? Je ne pense pas. Est-ce que Joseph Diogbenou a véritablement aboli ses ambitions politiques, parce qu'il a été pratiquement candidat à la présidentielle de 2016. Voilà, puis il s'est rallié, et puis il a travaillé derrière Patrice Talon. Je ne pense pas qu'il ait cessé à un moment donné d'être militant de l'Union progressiste. Peut-être on ne l'a pas vu dans l'activisme, puisque président de la Cour constitutionnelle est tenu par un certain nombre d'obligations. Donc, pourquoi je ne parlerai pas de mutation? Je pense que Joseph Diogbenou retourne à ses premiers amours, il veut militer, et je pense qu'il pourrait ne pas être un simple militant de l'Union progressiste, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a aussi des mutations qui se préparent, qui s'opèrent même déjà, je crois, au niveau de ce parti politique. Amoussou Bruno devrait passer la main incessamment. Est-ce que Joseph Diogbenou ne penserait pas peut-être à se proposer pour conduire ce parti politique-là pour les prochaines législatives? Et si nous donnons un peu de crédit aux rumeurs qui font état de ce qu'il aurait des ambitions pour 2026, alors à sa place, que vous faites, vous rentrez dans votre parti politique, vous essayez de jouer les premiers rôles et pouvoir positionner vos gars. Parce qu'il faut avoir de soutien, y compris au Parlement, si vraiment vous avez envie d'aller à 2026, parce que 2023 conduira inexorablement vers 2026. Donc, je crois que fondamentalement, Joseph Diogbenou veut aller sur le terrain, militer sur le plan politique, et à partir de ce moment-là, essayer de conquérir la Marina face à ses éventuels challengers. Et Dieu sait qu'il y en a également au sein de cette formation politique, l'Union progressiste. Alors, sur votre question, oui, évidemment, vous savez, c'est une bonne nouvelle pour nous. Joseph Diogbenou était un gros client de la presse. Oui. Vous savez, c'est un avocat, il aime la parole, il aime prendre la parole, il aime être vraiment dans le challenge sur les plateaux, ainsi de suite. La fonction de président de la Cour constitutionnelle l'en a privé. Aujourd'hui, il revient. J'imagine qu'il n'hésitera pas à saisir des occasions pour, n'est-ce pas, s'adonner à cet exercice qu'il préfère, qu'il aime tant. Mais quand on a été à la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, et qu'on a porté toutes ces réformes de la rupture, vous voyez, on ne va plus décrire le rôle qu'il a joué. Peut-être qu'il estime à un moment donné qu'il a fini sa mission, et que fondamentalement on n'a plus besoin de lui à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas, comme on l'a rappelé à l'entame de cet entretien, dans le cas d'une rupture, d'un divorce, d'une crise, ainsi de suite. Donc peut-être qu'il estime qu'il a vraiment accompli la mission et qu'il n'y a plus d'enjeu majeur à ce niveau-là. Alors il a demandé que l'enjeu se trouve ailleurs. Patrice Talon peut-être lui permettre donc d'être déchargé de cette fonction-là pour aller militer. Justement, on va voir. Oui, je voulais compléter très rapidement pour dire que quand on retourne un peu sur l'activisme politique de Joseph Diogbenou, on peut comprendre qu'avec les réformes qu'il a travaillé à mettre en place avec le président de la République, vous savez, la réforme du système partisan veut désormais que les candidats aux différentes élections viennent des formations politiques, une forme de retourner la politique aux acteurs politiques et aux politiciens proprement dit. Alors, pour être candidat et respecter, je dirais, le contenu de cette réforme, il faut retourner sur le terrain, il faut aller militer, et par conséquent, si Joseph Diogbenou se retire de la Cour constitutionnelle et retourne donc au sein de son parti, l'Union progressiste, que tout le monde connaît, et bénéficie, n'est-ce pas, je dirais, du soutien des autres membres du parti, prend la tête donc de ce parti, puisqu'on a entendu circuler par moment le départ très bientôt, donc pour ne pas dire le retrait très bientôt du patriarche, Amoussou Bruno à la tête donc de ce parti. S'il a le parti, ça lui facilite la tâche, ça lui permet, comme André l'a dit, de positionner ses gars. Si la chance lui sourit en 2023, puisqu'il avait déjà cette chance en 2019 pour les élections, avant peut-être de se retirer, je crois, pour laisser la place à Orden Aladati, n'est-ce pas, il y a que ça lui permet de prendre la place, je dirais, la tête du Parlement, et ça fait un bonus de plus. Encore que 2023 a de grands enjeux. Justement, c'est ça annonce 2026. Voilà. Oui. On vous écoute. Je voudrais simplement ajouter que Joseph Diogbenou a accompli. Et il a fait preuve du militantisme social d'abord, et après, il est entré en politique, et l'homme est resté égal à lui-même.
Et vous voyez très bien, je parle de passage de frontières, n'est-ce pas, politique au niveau donc concernant le cas Diogbenou, parce que justement, dans la guéguerre qui pourrait y avoir entre les aînés et les cadets, on peut dire que Joseph Diogbenou est ce cadet-là, politique, et du point de vue militantisme, est ce cadet qui a fait ses classes politiques, et qui aujourd'hui est suffisamment aguerri pour faire face à des défis, pour relever des défis. Et l'homme n'a pas, excusez-moi, la peur du lendemain. Parce que en quittant tout le confort qu'il y a au niveau donc de l'institution, il fait un saut quand même dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu parce que justement, en politique, il ne saurait y avoir un calcul susceptible d'aboutir à des résultats très exacts, incompressibles. Ce n'est pas possible. Et donc, il fait un saut dans l'inconnu, il mesure la portée des risques qu'il prend, mais il se dit, vu son parcours politique, il se dit qu'il a les coups des franges, qu'il a assez d'éléments à faire valoir pour peser lourd dans la balance et jouer son rôle jusqu'à terme. Et bien évidemment, en ayant dans le curseur, et en pointant le curseur sur 2023 et sur 2026. Oui, allez-y. Vous savez, il y a moins de certitude à aller se mettre au service de l'Union progressiste que être président de la Cour constitutionnelle. Oui. Déjà, vous entendez quelques indiscrétions. Oui, est-ce qu'il était membre du bureau politique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs politiques, enfin, peut-être plus aguerris, et ainsi de suite. Donc, au fond, je crois que ça ne va pas non plus être pour lui la conquête éventuelle de la tête de l'Union progressiste. Ce n'est pas un simple jeu où un long fleuve est tranquille. Il devra sans doute aussi affronter des résistances. J'espère pour lui qu'il aura assez de leviers pour pouvoir aplanir les éventuelles divergences et faire converger vers sa personne les différentes positions des uns et des autres. Et in fine, même si il parvient à être porté à la tête de l'Union progressiste, vous savez, conduire une telle machine pour des législatives, ça suppose gérer les questions de positionnement, les frustrations éventuelles, les colères des uns et des autres, les intrigues, ainsi de suite. Vous savez, que dit intrigue, c'est synonyme de politique, ainsi de suite, notamment au Bénin. Et pour participer aux élections législatives, une élection législative ou des élections législatives ouvertes, où il n'y aura pas que le BR, le cousin d'en face, mais il y aura beaucoup d'autres formations politiques. Donc le défi sera énorme pour Joseph Diogbenou. Pourquoi j'ai du mal chaque fois à prononcer son nom ce matin? Alors, donc du coup, j'espère qu'il n'est pas en train d'éternuer aussi avant de décrocher son nom. Alors, donc du coup, vous voyez, il est aguerri, c'est vrai, il a l'étoffe sans doute pour le job, mais ça ne va pas être facile non plus. Allons voir ce que pensent les citoyens béninois de cette démission. On reviendra en plateau pour quelques commentaires et poursuivre nos discussions sur d'autres aspects à aborder. Diogbenou a démissionné, c'est bien, parce que Diogbenou est un homme de droit. Je pense qu'il est en train de pratiquer la loi. Peut-être qu'il veut aller aux élections. Et la loi a dit, quand tu occupes un poste, il faut démissionner 6 mois avant les élections. Donc, si Diogbenou démissionne aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas. Notre président Patrice Talon, il a le cerveau. Et avant l'heure, il pense ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Et il est en train de faire son plan. Il ne peut pas faire perdre comme mon passé, jamais. Comment il va classer son derrière, comment il va gérer son derrière, même s'il n'est pas là, celui qui va rester pour gérer son derrière, il va chercher. On peut dire ça, c'est un pipeau. Pourquoi je dis ça, c'est un pipeau? Lui-même, il n'a qu'à venir sur les chaînes pour parler que moi j'ai démissionné. Moi, je voudrais aller aux élections. Si ils ont démissionné pour aller aux élections législatives qui viennent dans 5 mois, je pense que Pipo, il ne peut pas sortir. C'est un non-lieu, c'est un non-événement chez moi. Parce que connaissant Diogbenou et connaissant le président de la République, nous savons les liens parentaux qu'il y a entre eux. L'avocat personne du chef de l'État, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus, ils se sont déjà entendus. Et Diogbenou sait pourquoi il a démissionné. Talon aussi sait pourquoi il a démissionné. Alors, je pense que ce coup, personne n'est novice. Le Benoît est assez mature et tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et Diogbenou veut se présenter aux élections législatives, mais je pense que ça ne serait pas une bataille.
une bataille facile pour lui. C'est sûrement qu'il y a des promesses, il y a une espérance. Il y a des promesses, il y a sûrement un deal entre les hommes politiques. Et ce deal peut-être serait plus intéressant que ce qu'il a aujourd'hui, que le poste qu'il a occupé aujourd'hui. Donc voilà. Ben, vous voyez, le timing est choisi. Le timing choisi pour, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, le tablier à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce timing, on est à quelques mois des élections législatives, ça pourrait laisser penser à beaucoup de choses. Les supputations sont les bienvenues. On peut supputer, on peut dire que il veut être dans les starting blocks pour les élections législatives. On peut penser aussi, c'est une probabilité que, il envisage peut-être le perchoir. On peut envisager aussi que s'il a posé cet acte, c'est qu'il se prépare dans la perspective des élections présidentielles de 2026. Toutes les probabilités, toutes les supputations, cette démission est la porte ouverte à toutes ces supputations. Mais le président Djogbénou n'est pas le seul capable de gérer la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui peuvent gérer aussi la Cour constitutionnelle. Le président Djogbénou a dirigé la Cour constitutionnelle pour un temps et nous a démontré de quoi il est capable. Il n'a pas mal géré la Cour constitutionnelle. Non. Il a géré avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence. Donc s'il est parti, c'est sûr qu'il est parti pour des raisons que lui seul connaît. Le président Djogbénou, en sa qualité de citoyen et en sa qualité d'autorité, a le droit de démissionner. Un. Et deuxièmement, le président Djogbénou a le droit d'être candidat à l'élection législative prochaine. Je n'en sais rien. Ne vous plaignez pas. Peut-être qu'il a préparé un autre atterrissage. Moi, je suis ici à Alcrève, mais un bon matin, vous pouvez entendre que moi aussi j'ai démissionné. Pour me mettre à la disposition du peuple. D'une autre manière. Et voilà, les réactions de certains citoyens. On a entendu le président de l'ONG Alcrève, Martin Assogba. Nous avons vu également le syndicaliste Noël Chadaré se prononcer. Il y a un deuxième citoyen dans l'élément que nous avons suivi qui y voit un plan de Patrice Talon. Noël Chadaré qui y voit peut-être un deal et tous nous projettent dans un futur lointain, mais pas totalement lointain. C'est aussi un futur prochain. André Dossa, 2023 ou 2026? Oui, moi je note d'abord dans ce sujet la maturité des citoyens béninois, la maturité politique. Et je lis aussi que les gens suivent très bien l'actualité et essaient de se donner les moyens de décrypter les faits et gestes des acteurs. Je crois qu'on lit dans ce sujet à peu près nos conjectures ici, nos différentes hypothèses qu'on émet ici comme analyse par rapport à cet acte historique assez inédit. C'est inhabituel qu'un président de la Cour constitutionnelle démissionne. Et dans les pays où ça se passe, ça résulte de crises de régime, crises d'institutions, de difficultés politiques, etc. Ce qui n'est pas le cas en ce moment au Bénin. Donc les citoyens essayent donc d'analyser, de décrypter l'acte posé par Joseph Djogbénou. Et on note effectivement, comme nous, il le pense, que c'est pour aller aux législatives, c'est pour militer, et peut-être aussi pour prendre des options plus ou moins sérieuses pour 2026, qui sait, puisqu'il en a le droit, comme l'a si bien dit Martin Bioutou à Assogba. Oui. Oui, je pense que dans ce qu'on a suivi, les citoyens se sont prononcés pas sur 2023, ambition politique de Djogbénou, mais je crois qu'ils ont sans doute oublié que l'homme a été un acteur politique clé, qu'il a été. Et vous vous rappelez encore cette nuit de désignation de l'élection de Maître Adrien Ngouedi. Les 41-42. Ou voilà les 41-42, où quand l'autre a fait son retour à l'hémicycle, paix à son âme, Rosine Vieira-Soglo demandait en la présence de celui qui donne procuration, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'était Joseph Djogbénou qui a pris la parole, qui a dit oui, la présence de celui qui a donné la procuration rend la procuration caduque. Et donc, elle est passée un peu à ce vote-là. C'était en 2015, il faut le rappeler. Oh, oui, et donc je pense que toute cette ambiance-là a montré que, oui, tout le rôle qu'il a pu jouer dans ça et tout. Non, je pense que Joseph Djogbénou, aujourd'hui,
quoi qu'on dise, il a essayé de réformer un peu la justice constitutionnelle. Ici, la question est de savoir qui est-ce qui va le remplacer à la Cour. Je pense qu'on va le faire. Mais toujours est-il que quand les gens pensent que son entrée en politique, les gens analysent cette démission comme étant une entrée en politique. Non, je ne pense pas que ce soit. Il était déjà acteur politique. Justement. Donc, il ne fera que... Aujourd'hui, je pense fondamentalement, je le dis, sous le contrôle de mon frère docteur Renou, les acteurs de la société civile, notamment quand ça opère dans la gouvernance démocratique, pour moi, ce sont des acteurs politiques. Ils sont même plus redoutables que ceux que nous appelons acteurs politiques ou ceux que nous considérons comme tels. C'est des acteurs politiques. Vous avez vu comment leur mutation s'est passée et sans année proche. Ordonne-la-Dati, comment il s'appelle oui, on a Joseph Diogbenou, bien évidemment. Oui, ici, c'est un homme, en tout cas, et qu'on a retrouvé, mais facilement, dans l'arène politique, sans qu'ils aient souffert d'une quelconque insuffisance ou carence ou manque d'expérience. Ça s'est fait mais tout naturellement. Donc moi, je considère, lorsque ça opère dans la gouvernance démocratique, les questions donc d'élection, etc., pour moi, ce sont des acteurs politiques à part entière. Ne réduisons pas leur... Quand je dis talent en la matière. Ce que moi je note rapidement, Christian Dandéjan, lorsque vous avez fait le rôle de Saint-Trove, les Asuka, tout ce que vous avez plus de dispositions à être policier, gendarme, militaire, n'est-ce pas, qu'à être enseignant à l'université ou je ne sais pas. Et vous voyez, donc un peu comme le dit André, lorsque vous voyez des acteurs de la société civile qui ont un regard sur la gouvernance locale, la gouvernance dans mercredi rouge. Voilà, je dirais leur changement de costume, leur atterrissage en politique est très rapide. Pour revenir aux images que nous avons suivies tout à l'heure, où on note vraiment la maturité des Béninois qui suivent l'actualité presque dans les moindres détails avec des interprétations qui vont même au-delà des journalistes. Moi, je voudrais revenir un peu pour dire que le saut dans l'inconnu que soulignait tout à l'heure docteur Renou manque pas de pertinence parce que rien a priori ne garantit, je dirais, une certaine stabilité, n'est-ce pas, à Joseph Diogbenou au niveau du parti Union progressiste, parce que pendant que lui il était au niveau de la Cour constitutionnelle, certes il militait au niveau de l'Union progressiste, mais il y a beaucoup qui estiment avoir suffisamment mouillé maillot au niveau de l'Union progressiste plus que lui qui siégeait au niveau de la Cour constitutionnelle. Quand on a fini de dire cela, il faut reconnaître que dans la politique au Bénin, au niveau des formations politiques également, lorsque vous avez occupé une grande fonction, c'est un peu comme si vous l'occupez presque éternellement, pour dire qu'il faut s'interroger sur, je dirais, la place du président actuel de l'Assemblée nationale. Je veux parler de Louis Vlavonou, qui est un acteur majeur donc de l'Union progressiste. Si quand on est en train de parler du perchoir donc à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on est en train de dire donc du président de l'Assemblée nationale actuelle? Serait-il candidat? Ne le serait pas pour 2023? Et s'il l'est, n'est-ce pas, quelle sera sa place? Député simple. En fait, si on faisait une analyse comparative entre le président actuel de l'Assemblée nationale, Joseph Vlavonou, et Joseph Diogbenou, on pourrait mettre sur la table les atouts de chacun d'eux, les forces et faiblesses de chacun de ces acteurs-là. Mais nous avons parlé de Diogbenou, son saut dans l'inconnu. L'Union progressiste, ça va donner quoi les prochaines législatives? Je crois que tout dépendra aussi de la performance de l'Union progressiste. Si entre-temps, véritablement, il avait des ambitions pour le pêchoir, tout dépendra du score que fera l'Union progressiste. Voilà, la question de Vlavonou, je crois que ça, elle ne se pose pas pour l'instant. Je pense que Joseph Diogbenou va retrouver ses réflexes d'acteurs politiques et très rapidement et pour vraiment... Il fera bouger les lignes sur le terrain politique naturellement, avec ses prises parce de que, parole, comme je l'ai dit, position. il s'est forgé une carapace d'homme politique et a une trajectoire d'abord sociale et politique. Et quand bien même, on sait très bien que les ressources donc, du militantisme social peuvent être vraiment importées au niveau donc, du militantisme politique, pourquoi pas. Et donc, on verra bien dans les jours à venir comment il va tenter vraiment de prendre ses quartiers et d'imprimer une certaine marque dans l'arène politique.
Et bien, ce que je voudrais dire en plus, c'est qu'en écoutant tout à l'heure, en suivant l'élément, c'est que tous ceux qui sont intervenus sont restés quand même dans la marge qu'on espérait voir. Et deuxièmement, il ne faudrait pas lire dans cette démission, et ça, il faut le marteler fort, il ne faut pas voir dans cette démission, n'est-ce pas, cette quelconque rupture avec le chef de l'État. Au contraire, cela participe de l'analyse stratégique des deux hommes, parce que Joseph Diogbenou a le soutien, n'est-ce pas, du chef de l'État, et je crois que c'est pour une autre mission. Et le chef de l'État lui-même avait voulu qu'on ait des partis forts, avait voulu et que ceux qui les chefs d'État peut-être pèsent quand même dans l'arène politique. Oui. Et c'est justement pour ces raisons qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté une mouvance présidentielle qui est animée par plusieurs partis politiques et que de l'autre, on a quelques partis politiques de l'opposition. En tout cas, le chef de l'État n'a pas intérêt à ce que son corpus politique dégringole aussi rapidement de son piédestal. Et donc, en ayant le soutien donc, de Joseph Diogbenou, et je vois que le chef de l'État a bien vu et que cela participe également de l'analyse stratégique parce que les deux ont des objectifs prédéfinis, très rapidement, des objectifs prédéfinis qui peuvent aider à rehausser peut-être le niveau ou à maintenir tout au moins le cap donc, de l'arsenal politique qu'on a pour permettre au pouvoir en place de continuer à maintenir. Parce que la source du pouvoir, en général, c'est quoi? Il y a deux éléments qui rendent compte de la source du pouvoir. Et le chef de l'État en est conscient certainement. C'est que nous avons la possession donc, de la machine de sanctions. Et de l'autre côté, nous avons la carrure de légitimité qui doit peser aussi lourd quand on veut exercer et protéger, n'est-ce pas, le pouvoir d'État. Et donc, l'un dans l'autre, on se rend à l'évidence que le chef de l'État n'est pas ignorant de ces deux considérations et veut se donner des chances d'avoir à côté de lui des hommes et des femmes susceptibles de l'aider dans l'action, susceptibles de l'aider à maintenir le cap et à relever d'autres défis qui attendent. Alors, une passation de service qui se fera entre le président démissionnaire et son vice-président. Ça sera dans cette matinée à la Cour constitutionnelle. On rappelle que Joseph Diogbenou a été désigné parmi les 4 membres conseillers de cette institution par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui va pourvoir donc à son remplacement. Et la question que l'on se pose, qui pour remplacer le conseiller démissionnaire? Est-ce que vous avez déjà vu dans l'arène politique, dans l'espace judiciaire et autres, Ouattara Valipara? Bon, il y a beaucoup de figures. Il y a même les images, quand on a écouté tout à l'heure Martin Assogba qui disait qu'il n'y a pas que Joseph Diogbenou, n'est-ce pas, pour diriger la Cour constitutionnelle. Il y a bien deux personnes. On a appris, n'est-ce pas, que le maître Adrien Humbedi, par exemple, a épousseté sa toge et va l'enfiler très bientôt. Il va l'enfiler très bientôt. Il y avait de la poussière sur sa toge. Pendant des décennies, ça a été garé. Et qu'avant les images de Diogbenou et le président Patrice Talon, il y a une semaine en arrière où Diogbenou était au domicile donc de maître Adrien Humbedi. On peut dire que si on fait tous, je dirais, les spéculations et les conjonctures autour, Joseph, je ne l'ai pas dit. N'oubliez quand même pas que c'est par lui qu'il est arrivé à la Cour constitutionnelle. Un devoir de reconnaissance tout de même. Devoir de reconnaissance. Mais ce ne sont pas également des aptitudes qui manquent à beaucoup de citoyens béninois, n'est-ce pas, qui ont, je dirais, qui sont praticiens de droit et qui connaissent, je dirais, la maison justice, la maison constitutionnelle. Donc, il y a bien donc d'acteurs politiques. Et maintenant, quand on connaît également les affinités désormais du PRD qui se refuse donc de faire l'opposition, qui soutient le régime en place, on peut peut-être s'attendre à ce que Maître Adrien
Adrien Oumbédi soit président de la Cour constitutionnelle, ne serait-ce que pour achever le mandat de Joseph Djogbenou qui devrait, ma foi, terminer courant juin 2023, donc au lendemain des élections législatives. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a, Dorothée Sosa qui a joué un rôle fondamental, ne serait-ce qu'au moment du dialogue politique, au-delà donc de ses fonctions et je dirais sa stratégie, sa capacité à se mettre au-dessus de la mêlée. Il y a ce rôle qu'il a joué. On l'a senti quelque peu, je dirais, réconciliateur, médiateur et autres, qui ne manque pas d'aptitude, qui a fait ses preuves même dans la sous-région, au niveau même de l'université d'Abomey Calabi et autres gens. Je pense qu'il y a bien d'autres acteurs qu'on peut trouver au niveau. Vous voyez. Voilà, oui, Herman Anervoussou, désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, selon la loi, a 2 mois, pratiquement, je crois, pour pouvoir en remplacement du conseiller démissionnaire. Alors, qui viendra? Il a parlé de Maître Adrien Oumbédi, il a parlé de Dorothée Sosa. N'oubliez quand même pas qu'il y a également beaucoup d'autres acteurs qui sont dans l'arène et qui peut-être tenteront d'avoir leur chance. Moi, je ne lis pas forcément cette audience de Maître Adrien Oumbédi à Joseph Djogbenou comme étant une manière pour l'autre de dire bon, que je suis dans le parti, je vous laisse ma place. Non, pas du tout. Je pense plutôt que c'est, comme l'a dit Dr Renaud, c'est le cadet parfait qui est allé sans doute prendre conseil auprès de l'autre. Sans doute que cette démission a été mûrie de longue date. Nous ne sommes pas ici dans c'est pas dans un presbytère où on peut... Tout est calculé. Et donc, je me dis forcément, Patrice Talon et même l'Assemblée nationale, parce que c'est à eux que revient la désignation, ils seront très respectueux forcément des tests. L'article 115 de la Constitution est assez clair là-dessus. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de 15 années au moins, l'un nommé par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président. Donc, il s'agit de celui qui est nommé par l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui aujourd'hui répond à ces critères prévus par l'article 115, alinéa 1, 2, 3, 4. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens de droit. Ici, toutes les conjectures ou les supputations vont sur Maître Adrien Oumbédi qui a demandé à être intégré au barreau en tant qu'avocat honoraire. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et bon, voilà. À part lui, il y a aussi professeur Dorothée Sosa qui, lui, également a fait ses preuves dans beaucoup d'institutions. Secrétaire permanent de l'OADA, titulaire de chaire, doyen de la faculté, ministre d'ici. Je pense qu'il y a aussi président Tokpanou qui également joué un rôle aux côtés de Sosa Dorothée lors du dialogue politique. Je pense que c'est tout ça là. N'oubliez pas également le professeur Salami, Ibrahim également, qui également. Je pense que c'est. Il y a de grands noms quand même. Je pense qu'ils devront travailler à respecter ces critères-là prévus par l'article 115 de la Constitution. Oui, André. Oui, vous savez, les Béninois ont recommencé à jouer au pari mutuel urbain depuis quelques jours, depuis hier, pour voir quels sont les chevaux partants, les chevaux non alignés, ainsi de suite, ou les chevaux alignés qui sont blessés ou qui vont se casser les jambes en cours de chemin. J'ai le sentiment que l'Assemblée nationale va nommer un Béninois digne de servir à la Cour constitutionnelle. Oui, des noms circulent. Maître Adrien Oumbédi, oui, ce serait forcément, si ça se réalise, un coup politique de Patrice Talon. Ça lui permettra davantage de maîtriser le PRD, de contrôler cette formation politique qui, malgré tout, ne veut toujours pas faire une fusion avec les blocs existants. Je pense que Maître Adrien Oumbédi, si le choix était porté sur lui, ferait aussi un bon... je ne sais pas s'il va être élu président là-bas une fois désigné, je ne sais pas. Dorothée Sosa aussi, qui fait partie des favoris dans l'opinion, dans les médias. Je pense qu'on l'a vu à l'œuvre lors du dialogue politique national qu'il a quand même conduit de main de maître. On connaît son parcours long comme mon bras droit. Il a servi à plusieurs niveaux notre pays. Et je crois que ce ne serait pas non plus un mauvais choix s'il devait être désigné par l'Assemblée nationale pour remplacer Maître Joseph Djogbenou. Oui, vous avez cité d'autres noms, Maître Salami, professeur Tokpanou, j'ai même entendu parler de Mme Nyamou Dandi qui est à la Cour suprême, beaucoup d'autres noms. Ce sont des Béninois, des personnalités tout à fait, comment je vais dire, qui ont le profil du job, qui peuvent bien servir à la Cour constitutionnelle. Mais on dirait que les 2 favoris
En tout cas, pour le moment, selon les bookmakers, c'est Adrien Oubouedi et Dorothée Sosa. On verra. Vous savez, Patrice Talon a souvent dribblé les pronostics. Mais ici, dans le cas d'espèce, ce n'est pas lui à proprement parler qui va désigner, c'est l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, vous savez... je ne sais pas, ce que vous apprêtez à dire ne m'engage pas. Bon, en fait, tous les noms que nous avons entendus ce matin, je veux parler de Sosa, Oubouedi, Tokpanou, Salami, Amoutangui, tout ça. C'est vrai, c'est des hommes, c'est des femmes valables, capables de jouer un rôle prépondérant, n'est-ce pas, au niveau donc de la Cour constitutionnelle. Cela dit, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. La première, le départ de Joseph Diogbenou est politique. Et donc, le remplacement, en principe, devrait répondre aussi à cette exigence. Mais là encore, il faut faire attention. Et politique, parce qu'il faut tenir compte également de deux choses à ce niveau. Est-ce que celui qui vient le remplacer, tout calcul fait, va rester dans la dynamique de président de l'institution, ou bien il faut pouvoir son remplacement simplement en tant que membre. Voilà les deux leviers sur lesquels il convient de jouer et pour espérer procéder au remplacement valable de Joseph Diogbenou. Voilà. Je crois que si Amouda Razak qui vous a entendu là tout de suite, il a dû se poulécher un peu les babines. Il est vice-président de l'institution. Si le remplaçant ne va pas être président, il se pourrait bien qu'il soit élu pour jouer sur... Il reste un an. Oui. La formation en cours de la Cour constitutionnelle a encore un an, c'est en juin prochain. On peut considérer que pour le régime, il n'y a pas d'enjeu majeur, en dehors bien évidemment des élections législatives à venir, étant entendu que la Cour constitutionnelle est le juge de constitutionnalité de cette élection-là, pour juger du contentieux de cette élection. Donc, à part ça, il n'y a pas vraiment de fait majeur, d'actualité majeure dont la Cour pourrait amener à connaître. Donc, de ce point de vue, ça peut aussi déterminer le choix de la personnalité qui a remplacé Maître Adrien... Joseph Diogbenou. C'est peut-être un lapsus. Les élections seules suffisent. Les élections législatives seules suffisent à tenir compte donc de ce caractère assez mais de toute grave, façon, les noms qui circulent là, moi je pense que donc de cette position ils sont qualifiés, ils ont le bagage, pour gérer intellectuel qu'il faut. Christian, je voudrais dire très rapidement que André, c'est vrai que André ne banalise pas, mais les acteurs politiques prennent les choses beaucoup plus au sérieux. Les élections législatives de 2023 ont de grands enjeux en raison de leur destination pour 2026 et autres. Par conséquent, penser qu'il ne reste qu'un an et que pour la mouvance et autres, il n'y a pas grands enjeux. Les acteurs politiques n'ont pas cette même lecture. Maintenant, voilà. Mais en termes rapidement de noms qui circulent, il se peut, n'est-ce pas, que dans les calculs, étant donné que c'est un acteur de l'Union progressiste qui quitte, on puisse travailler à ce que, l'Assemblée, la majorité, c'est l'Union progressiste, que ce soit également un acteur politique de l'Union progressiste. Je n'ai pas il faut pas voir un an, il faut voir donc les élections législatives, mais il ne faut pas voir une seule année, il faut voir plutôt 6 ans. Parce que celui qui sera installé là maintenant, il sera reconduit. En tout cas, s'il a la bénédiction du chef de l'État, il sera reconduit. Et donc, ne voyez pas un an. Et n'oubliez pas, peut-être que si Joseph Diogbenou avait la certitude qu'il serait reconduit, ah oui, pourquoi pas, c'est aussi possible. Mais celui qui vient maintenant parler de ses ambitions politiques. N'oubliez pas, toute lecture politique faite également, n'oubliez pas quand même que le président de la Cour constitutionnelle chez nous au Bénin joue un rôle très important en ce que ça régule les institutions, le fonctionnement des institutions, en ce que, les réformes entreprises par le Joseph Diogbenou ont besoin d'être poursuivies. Et donc, je ne vois pas forcément un autre désigné juste pour être conseiller. Je vois quelqu'un, à moins que le vice-président soit dans les prédispositions
pour poursuivre l'œuvre ou pour pouvoir. Je pense que c'est tout va se qu'il y ait la bénédiction et qu'il y ait la bénédiction de l'ensemble, voilà. Et surtout du chef, vous voulez ajouter. Allez, enfin, la lecture que je faisais, que je disais, est politique, c'est de voir qu'il s'agit d'un acteur de l'Union progressiste qui a quitté. Et quand on retourne donc au Parlement, il se peut que l'Union progressiste puisse travailler à ce que ce soit un autre acteur de l'Union progressiste qui vient. Et donc, même au-delà des critères qu'a souligné tout à l'heure Erwan Niambossou et autres, vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, Abraham Zinzindorwe, qui est également un homme de droit, qui est également un praticien de droit. Donc, ça s'ajoute à la liste, qui est membre de l'Union progressiste, qui avait, lui, anticipé en termes de démission, donc au niveau de la... Je ne dirais pas de démission, mais qui a cédé... Je ne mettrai pas ma pièce sur Abraham Zinzindorwe. Vous voyez, voilà. Quand même, je crois que... Je sais pas, ça serait aussi inédit d'avoir un couple à la tête la haute cour de justice. Ah oui, c'est ça. Donc c'est là que je voulais... Oui, effectivement, un couple, parce que l'épouse est déjà... Vous voyez, donc c'est un détail non négligeable. Des époux, présidents, femmes, députés aussi. Oui, vous voyez, donc ce sont des détails non négligeables, puisque encore une fois, nous sommes en politique. Patrice Talon, quand même, il a cette qualité-là de nous mettre en transe et après de jouer. Parce que si vous voyez Talon venir, c'est que vous n'avez rien vu. Merci beaucoup, cher monsieur, pour vos analyses ce matin sur ce fait majeur en République du Bénin. Nous observons tout ce qui se passera puisque... il est annoncé des bouleversements également au niveau du parti Union progressiste. On suit tout cela de près après la démission de Joseph Diogbenou, un probable départ de Bruno Amoussou. On suit tout cela de près et on reviendra en plateau pour nos analyses. Très bonne journée à vous, Dr Patrick Henou, André Dossa, Herman Niambossou, Akhavalik Para. Je vous raccompagne avec la revue de presse qui reviendra bien évidemment sur cette actualité. C'est avec Assion Monkanya Siongo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le mardi a été une journée très alimentée par des supputations avec la démission du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou, qui, selon le matinal, dépose le tablier. Le journal n'hésite pas à qualifier son passage de bilan reluisant à la tête de la juridiction. Pour Matin-Info, cette démission ne peut surprendre que les moins observateurs des arcanes de la politique béninoise. Où va Joseph Diogbenou, se demande Matin Libre, pour lequel la presse n'a pas forcément vu venir sa démission. Maintenant que c'est ça, la démission ne fait que rassembler les pièces du puzzle dans une seule et même direction. Quand on sait qu'elle intervient à 6 mois d'une échéance électorale, les législatives de janvier 2023, le journal de dire que dans tous les cas, quelque chose se prépare. Fraternité souligne que dans les pronostics pour le prochain Perchoir, voire pour le palais de la Marina, il faut sérieusement compter avec Joseph Diogbenou, l'avocat et acteur de la société civile devenu homme politique. Depuis l'annonce hier de sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle et les informations faisant état de ce qu'il était pressenti pour succéder à Bruno Amoussou à la tête de l'Union progressiste et se porter candidat aux élections législatives de janvier 2023, à tort ou à raison, les devins politiques le propulsent au perchoir du prochain Parlement et font de lui le dauphin tout désigné pour la succession de Patrice Talon en 2026. S'il en est vraiment ainsi, ce serait une musique jouée à la perfection par le duo Joseph Diogbenou-Patrice Talon. Pour l'instant, tient à décrire le journal. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là dans son questionnement de savoir qui pour diriger la Cour, Fraternité Partage, qu'il est susurré avec insistance depuis quelques heures que Adrien Oumbédi, homme politique et juriste de grande renommée, est pressenti pour succéder à Joseph Diogbenou, Bénin intelligent, successeur, Maître Adrien Oumbédi ou Dorothée Sosa. À cette question, le journal pense que Maître Adrien Oumbédi et Dorothée Sosa sont deux candidats crédibles ayant le profil du job pour valablement remplacer Joseph Diogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle.
Sur un tout autre plan, l'économiste du Bénin nous porte à la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Kigali au Rwanda pour noter que le Bénin a connu une importante promotion grâce au dynamisme de la diplomatie parlementaire menée de main de maître par le président Louis Gbéou Nouvlavonou et a accédé à la plus haute instance de l'organisation, un statut pour lequel le Parlement béninois s'est battu de longues années durant. Le journal de dire que le Bénin reste inéluctablement l'un des pays modèles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ainsi fait observer Fraternité, la diplomatie parlementaire sous Louis Blavonou est en marche. L'alerte qui pesait sur le Bénin depuis 2019 au lendemain de la crise post-électorale des législatives est décidée à l'occasion de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone à Abidjan est définitivement levée. Par ailleurs, souligne le journal, la 47e session a vu les parlementaires béninois briller dans leur activisme pour la paix dans l'espace francophone. Bénin Intelligent n'en dit pas moins, estime que cette levée de l'alerte sur le Bénin constitue une grande victoire pour les députés de la 8e législature et surtout le président Louis Gbéou Nouvlavonou qui s'est montré très préoccupé par ce qui pourrait passer comme une réparation de l'injustice faite au Bénin. Le meurtre perpétré à Cotonou par une dame sur son mari ne laisse pas l'Institut national de la femme indifférent. Info Matin rapporte la réaction de sa présidente, Claudine Afiavi Prudencio, qui condamne l'acte barbare et appelle au calme. L'autre vision renchérit pour écrire que Claudine Prudencio a dénoncé avec la dernière rigueur les actes de violence physique exercés par une jeune dame sur son époux et qui malheureusement a coûté la vie à ce dernier. Dans un message de dénonciation et d'appel au respect du caractère sacré de la vie humaine, Claudine Prudencio, tout en rappelant l'engagement de l'INF à lutter contre toute forme de discrimination et de violence exercée sur la femme, a souligné que la prérogative de l'Institut qu'elle dirige est aussi de protéger la vie humaine, y compris celle de l'homme. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était la revue de presse et chez vous, c'était Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du mercredi. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.